La coalition de l'opposition démocratique extra-parlementaire présentera un seul candidat à la prochaine présidentielle en Guinée. L'annonce a été faite ce mercredi au terme d'une rencontre à Conakry. Cette entité prône l'alternance à travers la candidature unique. 300 Guinéens en provenance de Dakar ont regagné Conakry ce mercredi. L'opération s'inscrit dans le cadre du processus de rapatriement des compatriotes enclenché par le gouvernement en cette période de crise sanitaire. Et c'est le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré, en personne qui a réceptionné ces citoyens. 29 juillet 2014, 29 juillet 2020, cela fait 6 ans jour pour jour qu'une trentaine de jeunes périssaient sur la plage Rogbane à Taouya. Le drame est survenu lors d'un concert des groupes banlieusards et Instinct Killers. À l'origine de cette tragédie, une bousculade, un triste événement qui restera à jamais gravé dans l'histoire du pays. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information Diplomatie. Pour commencer, 300 de nos concitoyens bloqués au Sénégal suite à la pandémie de coronavirus ont regagné Conakry ce mercredi. Un retour au bercail rendu possible grâce à la politique de rapatriement mise en place par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Sous le magistère du président Alpha Condé, leur réception a eu lieu à l'aéroport international Conakry-Bessia. Zénab Kamara. Ils sont au total 300 Guinéens venus du Sénégal qui ont regagné leur pays ce mercredi. Après quelques mois de confinement passés à Dakar, ces compatriotes saluent l'initiative présidentielle avant de rappeler ceci. J'ai fait 4 à 5 mois, donc j'étais gêné. Bon, et ce geste-là m'a tellement plu, ça m'a tellement arrangé. Je suis très content. Je remercie le bon Dieu, je remercie le professeur Alpha Condé. Ces citoyens seront soumis à un suivi sanitaire, une façon pour les agents hospitaliers de s'inquiéter de leur état de santé. Pour le moment, tous les passagers, avec le nouveau protocole, s'ils ont leur test de négativité, on va voir la validité de ce test de négativité. S'ils n'ont pas le test de négativité, ils doivent être soumis à un test de TDR et de PCR à l'arrivée. Le TDR, pourquoi? Parce que le TDR, à 20 minutes, ça détermine est-ce que la personne est négative. Après cela, on va faire le test de PCR, ils vont le recevoir dans les messages en fonction des numéros qu'ils vont donner 48 heures après. Le chef de la diplomatie guinéenne précise que d'autres citoyens guinéens sont en cours de rapatriement. Ça a été une période très dure pour nos compatriotes, mais Dieu merci. Nous sommes aujourd'hui au bout de l'effort et je pense qu'aujourd'hui on va boucler le rapatriement de nos compatriotes qui étaient bloqués à Dakar, au Sénégal. Et il y a d'autres Tunisie qui vient la semaine prochaine, plus de 100 aussi. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'on a rapatrié des compatriotes du Koweït, c'est pour la plupart des femmes. Cette action a été rendue possible grâce au président de la République, professeur Alpha Condé. Dans son dernier adresse à la nation, il avait donné des instructions fermes au gouvernement afin de faciliter le retour des Guinéens, chose qui est en train de se réaliser. Le paysage politique se redessine à la veille des échéances présidentielles et c'est décidé. Un seul candidat sera désigné par le chef de file de l'opposition guinéenne et les membres de la coalition de l'opposition démocratique extra-parlementaire pour la conquête du fauteuil présidentiel Sonti-Forissouma. Robert Kourma nous en dit plus. Le chef de file de l'opposition et les membres de la coalition de l'opposition démocratique extra-parlementaire veulent unir leurs forces pour briguer la magistrature suprême le 18 octobre 2020. L'annonce a été faite ce mercredi lors d'une rencontre à Conakry. Ces leaders ont aussi épluché plusieurs sujets d'intérêt national. On doit signer notre alliance. Nous tous on défend la même cause, se donner la main. Et aller même pas choisir un seul candidat, laquelle tout le monde va donner la main et puis pour qu'on puisse pousser ce candidat-là. Le Front national pour la défense de la Constitution menace de reprendre les manifestations de rue le 6 août prochain. Pour Diabati Doré, la Constitution guinéenne est comparable à un enfant sans acte de naissance. La Constitution d'un pays, c'est comme un extrait de naissance d'un enfant. Et aujourd'hui,
j'ai pu affirmer que la Guinée n'a pas un extrait de naissance. Parce qu'il y a un groupe qui dit la constitution de 2010, constitution du 22 mars, nous avons dit haut et fort, nous ne sommes pas pour la nouvelle constitution ni pour le 3e mandat. Privilégier les négociations autour d'une table est une priorité pour cette coalition politique. Quand ils veulent aller, ils disent on va. S'ils ne veulent plus, si ce n'est pas dans leur intérêt, ils disent on ne va pas. Qui a des relations à l'étranger si ce n'est pas ceux-là, les anciens premiers ministres? Nous voulons être des acteurs autonomes. Et croyez-moi, nous allons travailler main dans la main. L'opposition guinéenne, sous toutes ses formes, pourra-t-elle empêcher le président de la République de se présenter au scrutin de 2020? Attendons de voir. Participation du professeur Alpha Condé à la présidentielle de 2020. Le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pendant que l'Alliance patriotique se dit opposée à cette éventualité, le Rassemblement républicain n'y voit pas d'inconvénient pour ce groupe. L'actuel chef de l'État a le plein droit de se représenter. Je vous propose de suivre Dr Ibrahima Sori Diallo au micro de Mamad Lamine Bari. Lorsqu'une déclaration politique, c'est-à-dire piétine sur la loi, ce n'est plus une déclaration politique, c'est une déclaration partisane. Vous comprenez? Alors lorsque vous êtes en porte-à-faux avec la loi, c'est ce qui nous pousse à réagir. Parce que nous pensons que si cette alliance est d'accord que juridiquement, la candidature du professeur est valable, juridiquement, ils doivent se limiter là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de compétir en sorte que, même si Alpha Condé est candidat, pour ne pas qu'il passe, nous partons aux élections avec tout candidat qui sera retenu par la CENI. Parce que c'est le seul organe capable d'invalider la candidature de quelqu'un. Ce n'est pas un parti politique pour dire qu'Alpha Condé ne peut pas être candidat. Pas du tout. Parce qu'il y a une constitution qui dit que les anciens présidents peuvent être candidats. À moins qu'on annule cette constitution. Pendant ce temps, le mouvement 2AD met les bouchées doubles pour empêcher un autre mandat pour l'actuel chef de l'exécutif guinéen. Ses membres ont officiellement lancé leurs activités ce 29 juillet en présence des hommes de médias. Compte rendu, Moridou Mbouya, Alassane Simaka. Au dire des initiateurs, c'est suite à des violations répétées des droits de l'homme dans le pays que ce mouvement dénommé DAD vient s'ajouter aux autres dans le rang de l'opposition pour défendre les acquis démocratiques en République de Guinée. Nous vous invitons toutes et tous à rejoindre le 2AD pour demander immédiatement et sans délai ni condition la mise en place effective d'une alternance démocratique pérenne en Guinée. Le 2AD tend la main à toutes les forces vives de la nation. Composé essentiellement des membres de l'opposition du régime en place et du FNDC, les responsables de cette nouvelle alliance politique estiment qu'il est encore grand temps d'hausser le ton pour la bonne marche des futures élections présidentielles en Guinée. Tous les Guinéens devaient être consensuels sur une alternance démocratique qui est un passage obligé, c'est une évidence par rapport à toutes les réalités que nous avons vécues depuis jusqu'à maintenant. Donc chacun et chacune de nous doit vraiment demander l'alternance politique en Guinée. Au cours de ce lancement officiel de la nouvelle alliance, le mouvement DAD a condamné avec fermeté les arrestations arbitraires et le mépris des lois enregistrés ces derniers temps dans le pays. Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, le lancement du processus d'enrôlement exceptionnel par la Commission électorale nationale indépendante CENI. De leur côté, les députés de Kindia usent de certains canaux de communication pour interpeller les uns et les autres sur l'utilité de se faire enrôler. Mamadi Mara pour plus de précisions. Devant un parterre de militants et sympathisants du parti au pouvoir, les députés élus de Kindia sensibilisent les citoyens à aller se faire recenser afin d'obtenir une majorité écrasante aux élections présidentielles du 18 octobre prochain. Nous avons été élus députés grâce à cette population, grâce à ces femmes et hommes. Il est tout à fait normal qu'on vienne leur dire merci, mais surtout qu'on les mette en éveil parce qu'il y a des élections qui se pointent à l'horizon. Ils ont donné la preuve de leur amour, de leurs sentiments propres pour nous et pour le parti.
et nous espérons qu'au bout du compte, il y aura un grand succès. Au lendemain de leur élection à l'Assemblée nationale, ces deux députés de Kindia sont venus d'abord remercier et retirer leur engagement pour le développement de leur localité. Nous avons été investis de la confiance du parti pour nous mettre à la tête du directoire de campagne des dernières élections. Alors il était tout à fait indiqué qu'après avoir accompli avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de dextérité, qu'on revienne vers ceux qui nous ont porté leur confiance, ceux qui nous ont accompagnés dans ce combat, ceux qui ont accepté donc d'accompagner le parti. Il était tout à fait loisible de venir les remercier et leur dire que nous sommes toujours à leur entière disposition pour la cause des populations de Kindia. Une façon pour eux de remobiliser leurs troupes pour la présidentielle à venir. 2 chèques de crédit pour un montant total estimé à 4 milliards de francs guinéens aux femmes marieuses de Guinée et à l'Union guinéenne des vendeurs de poissons fumés. Un geste du gouvernement à travers le département de l'industrie. L'initiative vise à rendre ces derniers plus autonomes. Zénab Kamara et Seydouba Diallo. Aider les femmes à être autonomes et dynamiques dans le monde des affaires, tel est l'objectif primordial du ministère de l'Industrie et le gouvernement guinéen. Ce mardi, ces acteurs ont procédé à la remise officielle de 2 chèques d'une somme de 4 milliards de francs guinéens aux femmes marieuses de Guinée et à l'Union guinéenne des vendeurs de poissons fumés. Une action pour encourager ces femmes pendant cette période de coronavirus. Grâce à cette initiative et avec l'appui de nos partenaires de African First Bank, 71 groupements de femmes marieuses, 122 groupements de femmes vendeuses de poissons fumés, 37 groupements de femmes fumeuses de poissons et femmes de la pêche artisanale et les 5 opérateurs privés du secteur de la pêche retenus pour l'importation du poisson congelé vont bénéficier de ce prêt remboursable. Abordant dans le même sens, ce responsable financier revient sur le but de ces crédits, tout en précisant qu'il est remboursable après 6 mois. Parce que ce fonds, au lieu de payer 17-18% comme cela se fait dans le secteur bancaire ou près de 24-25% dans le secteur de la microfinance, vous n'allez payer que 5% d'intérêt. Réconfortés par ce geste magnanime, ces bénéficiaires ont hautement apprécié ce prêt. Alpha est un président qui aide son citoyen dans le domaine dont tu pourras réellement t'en sortir. Il y a plusieurs sortes d'aides et plusieurs façons de soutenir. Nous soutenons Alpha et prions pour le rayonnement de son gouvernement. Présent sur les lieux, le ministre de l'Industrie a, au nom du gouvernement guinéen, vanté les mérites du président professeur Alpha Condé avant d'encourager ces femmes. Le chef de l'État a décidé que les femmes et les jeunes de Guinée soient au cœur de ses préoccupations et de ses orientations politiques et économiques. Ces braves femmes, l'aide dont elles viennent de bénéficier, ce n'est que la récompense de leurs efforts immenses au quotidien. Le ministère de l'Industrie et ses acteurs financiers promettent de faire des jeunes et des femmes entrepreneurs de Guinée des actionnaires compétitifs dans le monde des affaires. Et pendant ce temps, la mission du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts poursuit sa tournée dans le cadre de la campagne de reboisement national. Récemment, elle était à Farana et Kouroussa pour une série d'activités reportages. Mohamed Issia Gassouma. Après la basse-côte, la mission du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts poursuit le lancement de la campagne de reboisement à l'intérieur du pays. Cette fois, la délégation était à Farana, sur la berge du fleuve Niger. Ici, plusieurs espèces de plantes, comme le mélina et le kaya sénégalésiste, ont été reboisées. Reboiser 10 hectares au niveau des berges du Niger. Et en plus, nous entendons entreprendre la protection, les travaux d'entretien de ce qui a été planté l'année dernière. Nous constatons qu'à Farana, il y a l'installation de fours à briques qui dévorent
beaucoup la végétation. Donc c'est une pratique que nous déplorons beaucoup. Nous essayons de sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger le Niger. Ce fleuve a une importance capitale pour plus de 9 pays de la sous-région. Aujourd'hui, à cause des feux de brousse et de la déforestation, cet endroit est menacé. Avec cette initiative présidentielle, plusieurs forêts et cours d'eau seront protégés. Nous sommes très heureux d'être là et nous nous engageons à œuvrer pour protéger ce que nous venons de planter. Nous allons sensibiliser les populations à veiller surtout sur le déboisement et sur les feux de brousse. Parce que c'est les causes principales qui font que le Niger est en train de souffrir à travers ce déboisement-là. À Kouroussa, entre le fleuve Komoni et Djoliba, la mission a procédé au reboisement des espèces comme l'acazou, le mélina, le caraprocera. Sur la berge de ce fleuve, une carrière pour la fabrication des briques cuites, une pratique qui contribue à la destruction de l'environnement. Cette pratique-là est très nuisible à l'environnement sur deux plans. D'abord, il y a le décapage du lit et pour faire les briques, pour cuire, il faut une grande quantité de bois. Donc il y a une double destruction qui est là, vraiment qui est regrettable, qui compromet l'existence du fleuve. La déforestation est une pratique fréquente à Kouroussa, malgré l'interdiction et la présence de 9 forêts classées. Avec ce projet, les autorités feront face à de nouveaux défis. Planter, c'est une activité. L'entretien, c'est une autre. L'entretien, c'est pour nous. On va y garder, on va sauvegarder ces petits plants pour que cela nous épargne de ce que vous voyez là derrière moi. L'année dernière, plusieurs espèces de plantes ont été reboisées dans ces deux localités, histoire de préserver l'environnement. La mission est attendue à Kankan et à Sigri pour le lancement de la campagne de reboisement de ces localités. Insécurité, on en parle. Une fillette de 6 ans a échappé de Bel à un enlèvement ce week-end dans la commune de Dixine. Épinglé, le présumé auteur a été présenté à l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au projet. Interrogé, ce dernier a nié carrément les faits qui lui sont reprochés. Marie-Pauline Camara. Salif Yatara, c'est le nom du présumé auteur de l'enlèvement d'une fille de 6 ans à Dixine, au cœur de Conakry. Les faits se sont déroulés lundi dernier. Le présumé cerveau de cette infraction mis aux arrêts par la police a été aussitôt présenté à l'OPROGEM. C'est aux environs de 12 h hier que nous avons été saisis par la CMIS numéro 1, par le biais de ma directrice qui était en mission à la CMIS, soit disant qu'il y a eu un cas de tentative d'enlèvement dans la commune de Dixine, précisément à Dixine-Port-3. Un jeune qui a été arrêté, interpellé par la clameur publique et déposé au niveau de la CMIS. Donc la CMIS à son tour nous a conduit le monsieur et il a mis à notre disposition pour des fins d'enquête. Prenant la parole, le présumé auteur a nié les faits, mais reconnaît avoir enfin été intercepté par la clameur publique. Lundi, on va faire quoi Dixine, moi tellement l'indé n'a essayé de faire cours, moral mani. Il va comprendre. Balde boy a pas ni tema descendre don. Bon fa so tellement il n'a pas quoi man relié mon amène. Bon famille, mais fait manini na zone vert. Et fa maté forme ba ya no manini. Il va comprendre. Bon mo fa ça sorry na dendere na ki fa so sorry ba ko. Na bon en pour quoi en temps fa mani. Nga so cool quoi, am mo fa mo yati. Na mo fa mo yati di adi. E fa ngal bon, on va faire non, en tant que ngama, amun ndo adinde na nala, anwa mana muya fi. Na safulai. Na ntanya muya musema, ntanya muna kolonto, muna kolontina. Cet officier enquêteur a mis l'occasion à profit pour prodiguer de sages conseils aux parents en vue de juguler le phénomène. Ce qu'on peut donner comme conseil aux parents, c'est la vigilance et de coopérer avec les services de sécurité afin que nous puissions protéger ces couches vulnérables. Parce que je peux dire que dans ce cas si précis, de la manière que les choses nous ont été racontées et à l'aboutissement des enquêtes, c'est la vigilance qui a permis d'intercepter ce monsieur. À noter que Salif Yatara est un récidiviste. Il vient de purger une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de vol, a indiqué l'intéressé lors de cette interview. L'automédication, une pratique à laquelle certaines personnes se livrent pour traiter certaines pathologies, une pratique qui pourrait nuire à la santé, voire coûter la vie aux patients. Maury Doumbouya.
Selon les spécialistes, le médicament peut être une drogue ou même toxique quand il n'est pas utilisé dans les règles de l'art. Cependant, l'automédication est une vieille pratique qui pourrait facilement provoquer de graves complications sanitaires à l'homme. Dans le cas particulier de la COVID-19, l'automédication n'est pas recommandée du tout. Vous connaissez déjà les différentes manifestations et surtout la problématique liée à la gestion de cette pathologie. Cette automédication dans ce contexte n'est pas recommandée parce qu'il faut le faire avec l'accompagnement, avec une prescription médicale, avec le suivi des médecins, avec un algorithme proposé par un groupe de médecins pour pouvoir suivre le traitement. Pour le cas spécifique de la COVID-19, le chargé d'études au département surveillance de l'ANSS parle de l'effet de la chloroquine. L'hydroxychloroquine que nous prenons contre COVID-19 a un impact néfaste sur le cœur. Au début, il y a eu beaucoup de tiraillements avant que ça ne soit accepté. Dans certaines situations, on est obligé de prendre parmi les solutions en face une. Mais souvent, on se trouve dans des conditions où presque toutes les solutions sont mauvaises. On prend la moins mauvaise. Son utilisation sans le canevas d'un médecin peut provoquer une maladie à vie, martèle le chargé d'études au département surveillance de l'ANSS. Sans surveillance médicale, et quelque temps après, commencer à développer des problèmes cardiaques. Et ça va être une maladie pour la vie. Le plus grand risque là, c'est le risque d'intoxication, le risque de réveiller les effets secondaires, ou le risque de s'exposer alors que c'est contre-indiqué. Il y a tous ces volets-là ça veut dire que c'est prendre par soi, utiliser un produit sans que le corps médical ou son médecin ne le recommande pour qu'il prenne. Assermentés pour préserver la santé des citoyens, ces médecins invitent les patients à la bonne collaboration. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait la confiance entre la population et leurs enfants qui ont accepté de faire des études très longues pour sauver des vies. Quand il y a des problèmes de santé, aller vers les structures de santé, aller vers les personnes qui ont étudié dans ce sens-là pour avoir les meilleurs conseils et les traitements adaptés. À rappeler que certains le font par méconnaissance, d'autres par contre par l'indisponibilité notoire des médecins. Pourtant, selon les charges de la déontologie, les médecins ont comme mission principale de sauver des vies. À quand donc cette tendance sera inversée en Guinée, sachant que la plupart des médecins ne connaissent que la matière grise. Et puis cet autre sujet, l'état des routes de la capitale guinéenne devient de plus en plus préoccupant. Malgré les appels de certains usagers, le réseau semble impraticable dans certains quartiers de Conakry. Illustration dans ce reportage signé Neno Mobaldi. Si la circulation routière se définit théoriquement comme un mouvement de véhicules automobiles sur une route, il faudra bien que la dite route soit en bon état pour permettre une libre circulation aux automobilistes. À Conakry, la circulation reste et demeure jusqu'à l'heure un véritable casse-tête. Cette problématique est généralement causée par la dégradation des routes et l'incivisme. Au regard de tous ces facteurs, le fait notoire est l'état défectueux des routes de la capitale guinéenne. La plupart de ces infrastructures sont impraticables, telles que celle qui conduit au grand marché de Madina, communément appelé le Niger. Ça ne va pas, surtout au niveau de Carrefour Constantin en allant jusqu'à vers Sobragui là-bas, c'est pas du tout bon. La route, en tout cas, de Bessia là-bas jusqu'à Madina, route Niger, en tout cas, tout est gâté. S'il peut envoyer les gens ici revoir l'état de la route, ça serait très bien, ce serait une bonne idée. Comme ces images le montrent, circuler sur certaines rues de Conakry laisse à désirer, surtout quand il pleut. Des nids de poules sont visibles partout, ce qui fatigue de plus les usagers. Les conducteurs dans un roulant souffrent beaucoup. Regardez vous-même l'état des routes, c'est vraiment désolant. Presque tous les jours, nos machines tombent en panne. Si ça continue, la capitale guinéenne risque de se retrouver sans goudron. Aidez-nous. Ce sage vit depuis plus de 30 ans à Bonfi. Voir les routes de la capitale dans un état piteux l'irrite. C'est pourquoi il lance un appel aux dirigeants du pays. J'ai fait plus de 30 ans dans ce quartier, mais je vous jure, l'état actuel des routes en Guinée me cœure. Pourtant, chaque fois, nous lançons des appels, mais les dirigeants font la sourde oreille. Je demande au président de faire face à cette situation. Paradoxalement, même les nouvelles routes construites offrent
offre une grande souffrance aux pratiquants. C'est pourquoi d'ailleurs la responsabilité des gouvernants est pointée du doigt par bon nombre de citoyens peinis par cet état de fait. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionneurs du monde, célèbrent le vendredi prochain la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. À la veille, les prix des bétails ont flambé aux grandes dames des fidèles qui tirent le diable par la queue en cette période de crise sanitaire. Marie-Pauline Camara. Quelques jours avant la fête de Tabaski, le prix du mouton a flambé dans la capitale guinéenne. Ici, à la Belle-Vue Camélia par exemple, des parcs sont remplis de béliers contrairement au prix habituel. Ils se négocient entre 1 million à 3 millions de francs guinéens. Certains ont été emportés du Mali voisin. Et les marchands de bétail sont accusés de tous les noms d'oiseaux par certains fidèles. Le prix des moutons cette année a grimpé. Au lieu de 600 000 francs, le prix est fixé à partir de 1 500 000 francs guinéens. Nous payons le transport à double. La devise est à 90 000 francs guinéens. En plus, nos douaniers en cours de route nous fatiguent aussi. Donc tout ce que nous dépensons sont reversés au prix des béliers pour gagner nos intérêts. Pour se conformer à la recommandation de Dieu, Seydou Makanira s'est quand même procuré d'un mouton qui lui a coûté au moins 2 millions de francs guinéens. On a demandé beaucoup de personnes ici. Bon, le monsieur qui est là, il a dit qu'il vient de Mali. Bon, les moutons de Mali par rapport aux moutons d'ici, ce n'est pas le même prix. Bon, il me parle de transport, et les CFA qu'il a acheté là-bas. Donc, s'il compare ça, il est obligé de vendre ses moutons à 3 millions, à 4 millions, à 5 millions. Nous, on a payé 2 millions. Un mouton à 2 millions, les moutons comme ça, là, 2 millions. On veut 2 moutons. Si c'est à la place des gouvernements aujourd'hui, je diminue l'essence pour faciliter les gens de transporter leurs bagages. Ce vendeur regrette le non-respect des mesures barrières au point de vente en cette période de Covid-19. Pour lui, les autorités devraient doter ces lieux de kits de prévention. Depuis le début de cette maladie, nous n'avons rien vu venant de la part de notre ministère tutelle. Seulement la commune qui a pensé à nous donner un kit sanitaire. La cherté des béliers à Conakry et en province pourrait impacter sur la célébration vendredi prochain sur l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Je vous l'annonçais dans le titre, 29 juillet 2014, 29 juillet 2020, il y a de cela 6 ans, une trentaine de jeunes qui étaient allés assister au concert des groupes banlieusards et Instinct Killer sont perdus la vie lors d'une bousculade à la plage Rogbané de Taouya. 6 ans après le drame, Abdallah Camara tente de reconstituer les faits. Regardez. Que leur âme repose en paix. 6 ans après, la douleur reste la même. Le drame de la plage Rogbané, un malheureux événement qui demeurera éternellement l'un des annales de la culture guinéenne. Pourtant, tout était bien parti en ce mardi 29 juillet 2014. Des fans des groupes banlieusards et Instinct Killer venus massivement danser et chanter au rythme des mélodies de ces artistes. Quelques heures après, une bousculade sortie de nulle part sema une panique inestimable qui a conduit à la mort de 33 jeunes âgés de 14 à 35 ans. Dans les familles des victimes, c'était la consternation avec des scènes insoutenables. Elle est venue cuisiner. Sa mère lui a dit de ne pas sortir. Elle est allée. Et maintenant, elle est décédée. Et pour les organisateurs, un véritable fiasco. Aux familles éplorées, nous présentons nos condoléances les plus attristées et prions pour le repos de l'âme des défunts. Et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Nous sommes des artistes et des hommes meurtris à jamais par la perte des fans venus communier avec nous sur cet espace. Notre seul but était de partager de la joie et du bonheur avec cette jeunesse guinéenne.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas des artistes, mais des hommes touchés dans leur chair. Nos condoléances vont au peuple de Guinée tout entier. Cette scène du 29 juillet 2014, nos larmes ne sécheront jamais en y pensant. Qu'il repose en paix. Amen. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et à bientôt sur Évasion TV. Bonsoir et au revoir.